Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1001 de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 mars 2025. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Mathieu Lepage de Camara La Roche-sur-Yon pour cette discussion autour des viseurs électroniques. Alors, les viseurs électroniques, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'image numérique, aussi bien en photo qu'en vidéo. Ils étaient déjà présents à l'ère des compacts numériques sur certains modèles et bien entendu des caméscopes. À cette époque, ils étaient souvent présentés comme une solution pour réussir à cadrer correctement dehors en plein soleil. L'arrivée des premiers hybrides, avec pour commencer par exemple le Lumix G1 en 2008, a mis un coup de projecteur sur cette technologie qui est au cœur de la révolution de l'hybride. À l'époque, sur le G1, l'EVF, pour Electronic Viewfinder, c'était une définition de 1,4 million de pixels en technologie LCOS, Liquid Crystal on Silicon, avec un affichage à balayage. Il était capable de reproduire 90% du gamut de couleurs du NTSC. Il disposait d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un grossissement de 0,7 fois et un dégagement oculaire de 1,75 cm. Il intégrait aussi un correcteur dioptrique. Sur les boîtiers actuels, on va le voir, les choses ont beaucoup évolué. L'EVF, avec la technologie de boîtier de type hybride, a remplacé la visée historique optique réflexe et donc les appareils de type réflexe. L'EVF a radicalement changé l'expérience photographique et ouvert la porte à des fonctions et des usages qui étaient simplement impensables du temps du réflexe. Mathieu, première question pour commencer. Est-ce que tu te souviens de l'arrivée des premiers hybrides et les premières réactions, que ce soit de toi ou des clients, devant cette nouvelle technologie qu'on qualifierait aujourd'hui de disruptive? Bah, je dirais plutôt que j'avais commencé à vendre sérieusement les hybrides autour de 2014 et après, c'est vrai qu'il fallait convaincre que autour du viseur. On avait beau apporter les arguments d'autofocus, de rafale, de prise en main, de compacité et c'est vrai que le point du viseur, il avait été très, 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 très long Ouais. à faire accepter à beaucoup de clients et en fait, de toute façon, l'argument, nous, numéro un, c'était: vous ne raterez plus l'exposition, vous ne raterez plus la balance des blancs, vous allez rater beaucoup moins de choses. What you see is what you get. Voilà et c'est vrai que le problème des fois, alors surtout sur les premiers de différence de colorimétrie assez forte, par exemple qu'on avait chez Fujifilm, qui avait tendance à teinter énormément bleu, déjà c'était un peu dur de convaincre les gens de partir là-dessus. Parce qu'on me disait: «Bah oui, mais là le viseur est quand même moins fiable que l'écran» et en fait, à l'époque aussi, les écrans étaient beaucoup plus fiables que les viseurs. Hmm. Puis c'était un moment où c'était un peu aussi un coup de pied dans la fourmilière, parce que cette photographie, on va dire, passionnée, experte, professionnelle, faite avec des appareils à objectifs interchangeables, était dominée, surdominée par deux acteurs, Canon et Nikon. Et le monde a vu arriver ces outsiders, Panasonic évidemment, Sony, Samsung, même à l'époque. Il devait y avoir aussi un peu de défiance devant ces jeunes acteurs de l'univers de la photo, j'imagine. Bah, surtout, c'est que Sony et Panasonic ont longtemps eu une image et encore, je trouve que auprès de certains de mes clients, Panasonic a encore cette image-là. Comme ils vendent aussi bien des consoles de jeux, des télés que des autocuiseurs. Ouais, c'est ça. Alors Alors pour le Sony, coup, Canon est aussi très, très, très diversifié, hein, ouais, bah, à ce Canon, jeu-là. Nikon, Fuji, renseignez-vous, hein, ils sont vraiment partout, hein. Nikon, autant dans les accessoires de golf que la greffe de peau, Hmm. et Canon dans les impressions et dans le militaire, c'est impressionnant et c'est très intéressant de savoir justement à quoi tout le monde touche, parce que justement ça permet aussi de, on va dire, améliorer son choix aussi des fois de choix de matériel photo. Mais c'est vrai que, ouais, déjà que cette image justement alors surtout pour, Sony et Panasonic qui avaient cette image de: «On fait plein de choses et des appareils photo et regardez, on a des appareils photo trop bien et bon, les viseurs sont pas dingues». C'est vrai que, voilà, c'était pas évident de convaincre tout le monde. Non, mais pourtant, ça répondait un peu à un besoin aussi au moment où émergeait la vidéo sur les réflexes Mmh. et où on constatait
que la vidéo n'était pas utilisable, où l'autofocus passait par les fonctions Live View de ces appareils-là, mais l'autofocus n'était pas du tout fait pour ça, sauf chez Canon après qui va apporter une première réponse. Et du coup, peut-être qu'on attendait aussi beaucoup de Panasonic, de Sony, qui construisent pas seulement des consoles, etc., mais aussi des caméscopes, et compter un peu sur leur expertise pour faire fusionner les univers photo et vidéo, ce qu'aujourd'hui parviennent parfaitement à faire les hybrides. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, Sony et Panasonic restent quand même des leaders dans l'audiovisuel, sur les plateaux télé, dans les cinémas, ça reste quand même des gros leaders, enfin, c'est pas des petits. Donc on pouvait aussi attendre à l'époque de développer ces technologies et les rapatrier dans les boîtiers photo. Comme Nikon aujourd'hui avec Red, où justement il y a ce rachat est très intéressant pour Nikon, très juteux, on va dire. Le partenariat de Lumix avec Arri au moment Aussi, du ouais. GH7 qui est passé plus inaperçu, mais c'est vrai qu'il y a des espèces comme ça de petites fusions entre l'univers du broadcast et de la photo qui sont intéressantes. Mais plus qu'intéressant, puis de toute façon, il faut que tout le monde tout en découle. Ce que font les marques à côté, c'est important, ça découle de l'appareil. De toute façon, on le voit bien même avec Fujifilm. Fujifilm, ils sont dans le médical, mais ils sont aussi dans tout le domaine de l'impression, du développement d'une photo, de la tirer, de la développer, la pellicule. Tout ça, de toute façon, on le ressent dans leur matériel aujourd'hui. Et tout ça, toutes les marques ont justement leur à côté, et les technologies créées à côté permettent d'améliorer leur appareil. Et de toute façon, pour en revenir au viseur, de toute façon, après, Sony, Panasonic, c'est de la télévision, hein, donc du petit écran. Justement, moi, ce qui me surprend, c'est que très rapidement, ils savaient quand même faire des écrans de télévision. Pourquoi c'est pas allé plus vite, justement, le développement n'a Et Samsung à l'époque, Ah oui, qui Samsung, fait bien aussi sûr. des écrans. Oui. Non, mais et puis encore, Samsung, il y a quand même une qualité de fabrication qui était quand même assez bonne, quand même. Hein. Je comprends pas, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont plus sur le marché, quand même. Autre sujet d'émission, Autre sujet pour le d'émission, coup. ouais. Je vais rappeler quand même à nos auditeurs le principe de fonctionnement d'un viseur électronique. Donc, ce viseur, en fait, il renvoie, et là, c'est très important, en temps réel, l'image projetée par l'objectif sur la surface du capteur. Donc, c'est l'équivalent, en quelque sorte, de la visée Live View dont tu parlais, Benjamin, à l'écran, mais voilà, dans un tout petit viseur, on regarde un petit écran devant lequel on va mettre une série de lentilles. Et ce qui est cool, du coup, théoriquement, avec cette technologie, c'est qu'on n'est plus dépendant physiquement du chemin de la lumière qui passe à travers l'objectif et vient sur le capteur. C'est-à-dire qu'un viseur électronique, on pourrait presque l'imaginer n'importe où, en fait, sur un boîtier. Alors, soit on le met à la place d'un viseur conventionnel réflexe, soit on le met en déporté comme sur mon PNF, on pourrait le mettre en dessous, on pourrait l'imaginer, et ça a été fait, en accessoires qu'on vient venir greffer soit au-dessus de l'appareil, soit sur le côté. Enfin, il y a une quantité d'idées infinies qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mathieu, c'était quoi les défauts qu'on pouvait reprocher on va dire, à ces premières générations de viseurs qui ont vu le jour sur la première vague des hybrides, en fait, hein? De toute façon, les erreurs, enfin pas les erreurs, les problèmes étaient quand même plutôt simples. C'était principalement des défauts de netteté, de colorimétrie et aussi de fréquence. La fameuse fréquence hertzienne. Parce que, de toute façon, défaut de netteté, de toute façon, les premiers écrans, en fait, on n'avait pas l'idée de bien travailler les lentilles devant, donc ça grossissait mal le viseur, on ne le voyait pas très bien. Si tu n'arrives pas à lire tes détails, ta vitesse, ton obturation, si tu n'arrives pas à naviguer dans ton menu, le viseur t'apporte absolument rien. Et si tu ne t'assures pas de ta netteté, tu vas pas pouvoir faire une bonne photo. La colorimétrie, si tu regardes dans le viseur et que tu vois tout bleu, tu corriges ta balance des blancs en direct. Tu arrives sur ton ordinateur et que tu vois que tout est trop jaune, ton viseur est quand même un petit peu dérangeant. T'as qu'à bosser en RAW. Oui, moi j'aime pas ça le RAW. Et non, et après, c'était les fréquences hertziennes où justement, après, alors ça dépend de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que certaines personnes voyaient quand même des saccadements assez forts. Ça, c'est que quand le sujet bouge Oui, à l'intérieur exactement, oui. du viseur pour éviter ce côté un peu Ouais, voilà. assuré du La fluidité de mouvement, l'image. quoi. C'est la fluidité de l'image, c'est ça, ouais. Oui, ou selon le type d'éclairage aussi. Il pouvait y avoir Bien sûr. des des scintillements. problèmes de banding, Ouais. Voilà. de flickering, etc. Donc ça se manifestait. Les passages noirs aussi.
les, Mmh. les petits lags qu'on pouvait avoir en mode rafale notamment. Ah, c'est ça le fameux Et puis, blackout dont on absolument, entend voilà. parler très régulièrement, quoi. absolument, qui a réduit Mmh. totalement le global shutter et l'Alpha 9.3 C'est de ça. Sony. Mmh. Donc depuis, effectivement, qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Et puis la montée du bruit en haute sensibilité aussi, Ouais. Ouais. qui pouvait être vraiment gênante sur les premières générations, parce que là, on savait plus trop ce qu'on voyait et ce qu'on photographiait. C'est ça, mais les premières générations, en fait, n'étaient pas fidèles. Et de toute façon, aujourd'hui, on le voit bien que le but des nouveaux viseurs, c'est d'apporter un maximum de fidélité. Et justement, en fait, on le voit avec le A9 III, on le voit avec le dernier S1R2 et on le voit avec le Nikon Z6 III et bon, le 8 et tout ça. C'est qu'on veut maintenant des viseurs qui se rapprochent réellement. Enfin, ils s'inspirent justement de l'ancien viseur, justement, du viseur optique. Avec même des fonctions de simulateur de visée réflexe, hein, qui, Ah oui? moi, sont un petit peu moins convaincants, je trouve, J'ai pas dans ces regardé. boîtiers-là. Bah, écoute, fais l'expérience quand tu peux. Bon, Non, je regarderai, ok, à voir. Mais, et justement, de toute façon, le but de ces viseurs-là, c'est de s'approcher justement de plus en plus, de retrouver ce côté ancien. Bon. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des photographes pour qui le viseur électronique peut faire peur et représente toujours un obstacle infranchissable? Eh ben, c'est la question qu'on a posée à Marie Courtel de la boutique Miss Numérique. On l'écoute. Alors aujourd'hui, la majorité des clients, ne sont pas réfractaires à l'hybride, parce qu'effectivement, c'est l'avancée technologique des viseurs, électroniques a vraiment amélioré le confort. Mais il reste encore une minorité, de réfractaires dans notre clientèle. Généralement, ils ont beaucoup d'a priori. C'est parce que justement, ils sont restés sur les expériences des premières générations de viseurs électroniques qui manquaient de définition, qui n'étaient pas confortables en termes de visée, où il y avait une latence dans la visualisation. Donc toute cette expérience des premiers, hybrides qui effectivement n'étaient, pas très bons en termes de visée électronique, du coup fait qu'ils ont encore tous ces a priori. Il y a beaucoup de clients également qui, partent du principe que comme ils ne voient pas la réalité contrairement à un viseur optique, bah, ce n'est plus réellement, de la photo comme ils le faisaient auparavant. Il y en a de moins en moins parce que en fait, la seule chose et la seule réponse qu'on est capable de leur apporter, c'est de leur faire tester le matériel. En magasin, le gros avantage, c'est qu'on peut tester. Donc quand on a des réticences sur, les qualités du viseur, le mieux, c'est de mettre son œil dedans. Nous, on permet à nos clients de tester. On a des boîtiers qui peuvent être également empruntés. Donc, et dans tous les cas, dans le magasin, on peut vraiment tester le matériel pour être sûr de ce qu'on achète. Très honnêtement, aujourd'hui, dans notre magasin, quand les clients mettent leur œil dans une visée, quelle que soit la marque, quelle que soit la gamme, sont souvent agréablement surpris. Il y a un gros travail qui a été fait ces dernières années, qui les viseurs électroniques sont bien meilleurs, ils sont beaucoup plus confortables en termes d'utilisation et ça apporte un gain, et des possibilités, lors de la prise de vue qui sont indéniables et en fait, c'est par le test que les clients se rendent compte que finalement, de passer de la visée optique à la visée électronique n'est pas un gap si important. Il ne faut pas sous-estimer malheureusement le temps où notre cerveau, va avoir l'habitude d'imaginer la visée optique. Donc il y a un petit temps d'adaptation où le client va dire: «Ah oui, effectivement, c'est pas la même chose que ce que je voyais dans mon précédent appareil». Mais au fur et à mesure, les clients s'y habituent et par expérience, nous, on n'a pas de clients qui sont revenus, à l'hybride, qui sont revenus, pardon, de l'hybride au réflexe à cause d'un problème sur la visée électronique. Tu es en phase, Mathieu, un peu avec, cette analyse? Parce que nous, Hem, on a rencontré des photographes, de renom qui ne veulent pas entendre parler de la visée électronique, hein, et qui bossent encore au réflexe. Sauf que je suis vraiment 100 en phase avec elle, hein. Et alors, encore là, samedi, j'ai fait un salon, et oui, on a eu, 3-4 personnes, bloquées sur cette histoire de viseur. Mais après, là où je la rejoins, de toute façon, il y en aura toujours, ça va durer longtemps. Quand tu tiens un magasin, là, on vend encore les premiers numériques à certaines personnes. Donc, de toute façon, c'est normal qu'on ait des personnes qui soient réfractaires, qui aient peur. Et je pense qu'au contraire, c'est très bien. Plus ils attendent, plus on est sûr de leur proposer un viseur avec une technologie, justement, aujourd'hui, pas irréprochable, mais Avec effet waouh, quoi. avec un effet waouh. Mais c'est pas grave. De toute façon, après, c'est qu'une question de confort, de prise de vue. Et je peux comprendre qu'ils ont peur de ne plus avoir ce ressenti.
Mais en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que le ressenti ne va être que amélioré. On est là pour, avec avec les nouveaux viseurs électroniques, on est là justement pour essayer de penser encore à autre chose. Au lieu de toujours vérifier si l'expo est bonne, puis ah mais oui, j'ai un machin, donc la cellule, elle décale de 0,3 quand j'ai le soleil dans l'angle, machin. Ah non, Ouais, bah la photo, quoi. ah mais oui. Mm. Mais justement, de toute façon, le but des appareils photo depuis toujours, c'était de s'améliorer dans le temps, Ouais, ouais. en performance, en utilisation. Et après, justement, si on veut faire des retours en arrière, de toute façon, on l'a sur le compact, le X100, la gamme des X100, on a quand même le viseur qui propose tout. On va en parler de celui-là. Jusqu'à présent. On verra ce qu'ils feront peut-être sur un Sur un futur prochain. X107 ou 7. alors un prochain GFX Mm. qui semble arriver, si on en Mm. croit toutes les rumeurs. Mais en tout cas, il symbolise à merveille ce côté un petit peu schizo, c'est-à-dire soit optique, soit électronique. Ouais. Mais moi, je repense au D780 de Nikon qui incarnait cette transition en fait. C'est-à-dire qu'on sentait le lent déclin des réflexes. Et sur le D780, qu'est-ce qu'a fait Nikon? Ils ont conservé une visée optique. Et en mode live view, on basculait, on avait un Z6. Donc en fait, on avait vraiment le meilleur des deux mondes, si on peut dire. Mais on sentait que Ouais, l'autofocus n'était pas parfait, on mais était. comme tu dis, c'était quand même Voilà. c'est le plus confort des Nikon. Oui, puis c'était pour montrer peut-être à un utilisateur de réflexe classique ce vers quoi il pouvait tendre en allant vers l'hybride. Et on pouvait avoir un aperçu des possibilités, des performances qui étaient bel et bien là. Donc aujourd'hui, le marché des réflexes semble décliner quand même, on va Ouais, dire, sérieusement, ouais, peut-être à fortement, part ouais. Pentax. Donc bientôt, il n'y aura plus trop de choix en réalité. Oui, bah, de toute façon, c'est comme va acheter un appareil photo argentique aujourd'hui, il va acheter une chambre photographique aujourd'hui. De toute façon, après, le marché évolue, on doit malheureusement des fois un petit peu suivre. Il y a toujours des marques qui vont nous proposer des alternatives, mais Un Leica M, si on veut la télémétrique, on va y Exactement. venir aussi. Si on parle un peu des usages maintenant, et surtout des nouveaux usages qui ont été rendus possibles avec le développement de cette technologie de la visée électronique. Alors, on a déjà évoqué le côté en temps réel, what you see is what you get, hein, Benjamin, parlant en américain maintenant. Ce qu'on voit et ce qu'on obtient. Merci. Il y a un truc aussi qui a été un peu game changer avec la visée électronique. C'est, Tu peux caser banger aussi, s'il te plaît. ça viendra un peu plus tard dans l'émission, c'est la mise au point manuelle. Et justement, cette possibilité avec les hybrides, avec ce tout petit tirage mécanique, d'objectivement pouvoir monter n'importe quel type d'objectif dessus, moyennant l'utilisation de bacs d'adaptation. Et la visée électronique, avec les aides autofocus, bah, elle rend l'utilisation de ces optiques hyper ludique, hyper facile. beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile, parce qu'on va avoir les effets de zooming. L'effet de zooming, en plus, on va pouvoir l'avoir où on veut dans l'image. Donc, ça veut dire que en macro, tu n'es plus obligé de tourner ton appareil, faire la mise au point sur ton sujet, bouger ton cadrage, au risque que la mise au point soit pas bonne. Donc, tu peux faire ton cadrage, aller chercher l'endroit de ta netteté, faire la mise au point. Rien que pour ça, déjà, ça, c'est extrêmement confortable avec le viseur électronique, mais ça, c'est même plus l'hybride, de toute façon, en Mais général. c'est lié en fait tout Oui, ça. de toute façon, c'est Et lié, le voilà. picking aussi. Et, le bien picking, sûr, le focus picking, c'est un outil quand même extrêmement impressionnant. Ça prend pas très très longtemps à maîtriser. Il ne faut pas forcément des années d'études et d'expérience photographique pour pouvoir utiliser focus picking. Et de toute façon, c'est un confort de mise au point qui est quand même beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Et ça, il n'y a que le viseur électronique qui nous offre cette expérience-là. Et focus picking bien plus fiable qu'au début, qu'il y a quelques années. Oui. Ça, c'est important aussi. Des Mais, progrès qui ont été réalisés oui. à ce niveau-là. Même si moi, je suis assez fan de l'utilisation d'optiques anciennes avec des bagues, etc. Ça dépend des bagues, j'ai envie de dire quand même. Attention, il y a des bagues plus imposantes que d'autres aussi. Et parfois, ça fait augmenter l'encombrement du matériel. Quand on recherche la compacité, voilà, c'est un autre débat. Mais il faut mettre des petites nuances quand même, là aussi. Et puis, on peut aussi dire un mot sur la possibilité, avec un viseur électronique, c'est d'afficher des informations à l'image qu'on ne pouvait pas afficher du temps du réflexe. Notamment des repères, des cadres, des éléments qui permettent de construire. Alors, certains boîtiers réflexes haut de gamme, je me rappelle, le permettait, mais bon, on n'avait pas non plus une On souplesse. pouvait changer de verre, on pouvait changer le ouais, lait de police voilà, sur les ça. réflexes, mais c'était une opération physique. Mais là, puis, c'est quand même changer le verre, hyper c'était pratique, quoi. Oui, et puis changer le verre, c'était pour la visée, enfin, c'était
pour le confort des myopes, des astigmates, etc. Et encore après, on pouvait même changer le dépoli pour avoir des Pour avoir des quadrillages cadrages. et Voilà, des c'est ça. informations différentes. Mais si, en plus, même Canon nous offre, et d'autres, hein, mais là, je pense à Canon particulièrement pour utiliser souvent cette fonction-là, c'est quand même incroyable la personnalisation qu'on a viseur et écran, parce qu'en plus, on peut faire les réglages de viseur et réglages d'écran. Et quand on appuie sur Display, ben, on peut choisir des displays spécifiques à l'écran et spécifiques au viseur, avec des quantités d'informations plus ou moins intéressantes. Oui, d'ailleurs, c'est important de parler de ça parce que ça peut décourager pas mal de gens la première fois qu'ils mettent l'œil dans le viseur. Ils se disent, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'infos, etc. Ça peut être paramétré comme tu le dis. On peut regretter parfois que même vraiment la plupart des marques l'enfouissent un peu dans les menus et que ce soit pas un des premiers trucs qu'on puisse paramétrer parce que c'est quand même hyper important, quoi, la visée. C'est-à-dire que Mais moins il y en a, plus on est en phase, en contact avec le sujet finalement. alors, il y a ça, puis le viseur électronique, il a quand même un détail qui est quand même tout bête. Alors, ça peut être choisi, imposé, ça peut être par des raccourcis ou quoi, mais de toute façon, aussi, vous déclenchez, vous avez immédiatement dans le viseur le rendu de l'image. Donc, on sait tout de suite si on s'est raté ou pas. Et surtout, vous pouvez aussi prendre la photo, enchaîner vos photos, appuyer sur lecture, comparer vite fait gauche à droite. En gardant l'œil dans le viseur, on garde une certaine efficacité. Et alors, ça, en vrai, on s'en rend pas compte parce que ce sont des gens qui sont quand même assez discrets. Et je vais pas citer le photographe justement qui fait ça, mais il y a des photographes qui font du people et du sport. Et par exemple, ils sont à Roland-Garros, ils sont en train de photographier quelconque photographe, enfin quelconque Nadal, enfin, voilà, Nadal par exemple, le Federer, etc. fini pour lui. Ils font les photos, mais surtout ils ont les yeux braqués dans le public. Absolument. Et là, bim, la célébrité. Ça vaut plus de thunes une photo Voilà. d'une rosta à Roland-Garros qu'une photo d'un joueur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les photographes talentueux qui les voient, ils les photographient, clac, et avant, ils tiraient l'appareil, appuyaient sur lecture et envoyaient en gros la vedette du moment. Donc le problème, c'est qu'ils disaient aux petits collègues derrière, hey, tu m'as vu, j'ai levé en haut à gauche et donc il y a quelqu'un qui est là-bas qui est intéressant. Et en fait, maintenant, quand on a l'œil dans le viseur, clac, on prend la photo, on vérifie, pas de problème, et on repart. Et rien que pour ça, par contre, le viseur électronique a son petit avantage quand même. Ouais, j'y avais pas pensé à ça. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux viseurs électroniques actuels, modernes, et voir un peu quels sont les principaux critères, s'il y en a, à prendre en compte pour garantir, s'assurer qu'on va disposer de la visée la plus confortable et agréable possible à utiliser. C'est quoi les caractéristiques importantes, techniques, j'entends, d'un viseur électronique et en quoi, en termes d'usage et de sensation, elles se rapportent? Là, tout de suite, d'un point de vue technique, moi, je pense plus au ce qu'on appelle le rafraîchissement, cette fameuse hertz, justement, qui ne va... Si on n'a pas de saccadement pendant qu'on est en train de prendre la photo, pendant qu'on est en train de suivre son sujet, on n'est pas coupé de l'immersion. Les viseurs, maintenant, sont quand même très bons, donc même si on regarde un écran, on est quand même dans l'immersion parce qu'on vit un moment. Quand on bouge à gauche, ça va à gauche, etc. Si déjà il n'y a pas de... Si l'image reste fluide, si quand je déclenche, je retourne tout de suite à l'action, si on n'a pas justement ces fameux blackouts, pour moi, ça reste quand même des détails importants parce qu'on reste toujours immergé en train de faire sa photographie. Et donc, il faut quoi comme caractéristique à ce niveau-là, idéalement? Il faut prendre des capteurs, enfin des viseurs qui vont avoir une certaine fréquence hertzienne. Donc de toute façon, là, j'en reviens au témoignage tout à l'heure de Madame Miss Numérique. Il faut aller en magasin pour les tester parce que il va y avoir des viseurs à 100 Hz et puis il y en a qui vont dire ah mais 100 Hz ça me va très bien, je vois très 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 bien. Et il y en a ils vont dire mais non, mais là je vois un saccadement, je vois quelque chose. Alors en magasin, tester dans le magasin, c'est pas mal. Tester aussi en extérieur, parce que dans le magasin, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir un problème d'éclairage interne qui fait que vous voyez justement l'éclairage artificiel qui fait une espèce de scintillement, une espèce de balayement. Mais justement, après, plus on va essayer de monter dans les hertz, plus ça va être intéressant. Alors, Et faire l'essai en obturation mécanique et en obturation électronique. oui, Ça, c'est important aussi. sur les deux, ça va être très important. Après, attention à la com. Alors après, selon les scientifiques, dès qu'on dépasse 240 Hz, l'œil humain voit... Enfin, déjà, dépasser 120, l'œil humain voit plus beaucoup de différence. 240, au-delà de 240, on ne trouve pas de boîtier qui propose un Il y a, viseur électronique au-delà de l'OM1, 240 images par seconde, il me semble, hein. c'est l'OM1.2 qui monte pas au-dessus de 240. Enfin, je me Ah, souviens c'est plus, possible, peut-être. c'est possible. Peut-être, Non, le petit listing que j'avais fait, j'avais noté le Alpha One Mark II Ouais. qui montait à 240 images par seconde. Oui, Bah, mais ce qui est la déjà plupart du temps, pour le commun des mortels,
on est entre 60 et 120. Voilà. C'est ça. Et en tout cas, sur les boîtiers les plus véloces au niveau de cette fréquence de rafraîchissement, on a aussi souvent la possibilité de réduire la cadence, par exemple de passer de 120 Hz à 60 Hz ou de 240 Hz à 120 Hz parce que ça permet d'économiser un peu la batterie. Donc, effectivement, quand on fait du portrait posé, on n'a pas forcément besoin d'un taux de rafraîchissement ultra dingue. Donc, on peut améliorer l'autonomie de son appareil. Et au Oui. passage, là, tu cites un point qui est fondamental aussi, qui peut quand même être encore une pierre dans le jardin des viseurs électroniques, c'est l'autonomie. Parce que Mm. quand tu passes d'un réflexe qui peut t'assurer peut-être 800 vues, Ouais. comme un D850, et tu passes sur un Z8, ou tu passes sur un R5 Mark II, ou tous ces boîtiers qui sont de formidables outils à la fois photo et vidéo, tu as quand même la surprise au départ de bloquer un petit peu au niveau du compteur. C'est-à-dire Ah que tu passes de peut-être moitié moins, hein, tu vas passer de 800 à 400 vues, quoi, C'est pas selon C'est l'utilisation. pas lié que au viseur. Enfin, Pas que. c'est un spectre de facteurs aggravants de l'hybride qui consomme plus, quoi. Clairement. Je veux dire, les modes rafale sont délirants, on va à 30, 40, imagine. Il y a plein de facteurs, la vidéo 8K, enfin, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Je dis juste qu'il faut quand même en avoir un petit peu conscience. Donc après, il y a des moyens de recharge direct en USB pendant qu'on est sur le terrain qui permettent aussi d'y pallier, d'y remédier, c'est pas la question. Mais la visée électronique est quand même très énergivore par rapport à la visée réflexe. Ouais. Cela va sans dire. Plus on va arriver dans des viseurs performants, qualitatifs, qui vont nous faire refléter la réalité, plus ils vont être un problème. Et justement, arrivera un jour où de toute façon le viseur sera plus consommateur que l'écran. Et justement, je me posais la question, toi, est-ce qu'en magasin, des gens viennent et se posent la question, ils cherchent, est-ce que la définition est importante à leurs yeux? Est-ce qu'ils viennent et ils te disent, j'aimerais un viseur de 5 millions de points, ou alors tel appareil à 3,68, Non, pourquoi il a que ça? c'est pas comme ça qu'ils viennent. Par exemple, pour le G6 III, les gens sont venus, ils me disent, on m'a parlé de l'appareil, surtout pour son viseur. Donc là, ils essayent le viseur. Ou par exemple, on va essayer d'avoir des comparaisons, où par exemple, quelqu'un va me dire, bah tiens, j'hésite entre le 7C2 et l'Alpha 7 IV. Bon, moi, je dis, bah attendez, est-ce que vous utilisez le viseur? Oui. Ah, voilà, alors le 7C2, bah, essayez le viseur. Je le trouve pas terrible. À vous aussi de faire votre exigence, on va dire. Mmh. Ça va plus être comme ça. Mais non, je vais peut-être en avoir un ou deux dans l'année qui va commencer à parler très technique sur le viseur, mais ça sera un court point de la conversation. De toute façon, on met l'œil dedans et on voit si ça match ou pas, en fait. De toute façon, vis-à-vis de cette histoire de définition et de technologie, la majorité des viseurs maintenant sont basés sur des dalles OLED. Mm. Le plus haut de gamme que j'ai pu retrouver, mais vous allez peut-être me contredire une nouvelle fois, c'est un modèle de 9,44 millions de pixels de définition qu'on retrouve par exemple sur le Alpha One Mark II de chez Sony. C'est une dalle qui fait 0,64 pouces et a priori, parce qu'en tout cas c'est les mêmes caractéristiques, sur le GFX 102 et sur des boîtiers on va dire d'une gamme un peu en dessous. On est sur des modèles à 5,76 millions de pixels et une dalle de 0,5 pouces. Grosso modo, Oui. c'est à peu Ouais, près. c'est déjà énorme, en 5 millions. C'est vrai que quand on essaye après un A1 ou le GFX 100, c'est sûr que là, on voit la différence. Elle n'est pas invisible. Mais après, bon. On la voit, mais elle n'est pas si béante. Enfin, à titre personnel, je ne la trouve pas si béante que ça, par exemple, par rapport au viseur de 3,68 millions de points d'un Nikon Z8. Ah ouais. On peut se dire, tiens, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de mire, quoi, notamment l'intensité lumineuse, etc. Enfin, en tout cas, ça confirme ce que tu disais, Mathieu, ce qu'on dit souvent d'ailleurs à ces micros, c'est aller en magasin, essayer. Essayez-les vraiment, parce que ce qui va convenir à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre, si vous êtes porteur de lunettes ou non. Enfin, il y a d'autres critères. Et là, je te passe la balle. On y vient justement parce que parmi les autres paramètres d'un viseur électronique, donc là on a parlé de fréquence, on a parlé de définition, on a parlé de technologie et de taille de dalle. Il y a deux données qui étaient vachement mises en avant aussi à l'époque des réflexes. Alors si on met à part évidemment la différence de technologie entre le pentaprisme et le pentamiroir, mis ça à part, il y avait deux données qui étaient importantes. Il y avait le grossissement du viseur. Plus ce grossissement se rapproche de 1, plus le viseur est large et grand et confortable à utiliser. Il y avait la notion aussi
de dégagement oculaire. Et ces deux données, on les retrouve aussi dans les caractéristiques d'un viseur électronique. Il y avait aussi la couverture du champ à l'époque des Et la réflexions. couverture du Oui, champ. couverture Alors du là, champ. pour le coup, Qui c'est aujourd'hui 100% pour tout le Et de monde. 100%. Ouais, Maintenant, il n'y a ouais, plus de bien jaloux. sûr, bien Mais sûr, à bien l'époque, sûr. c'était important. Ce dégagement oculaire, comment on peut l'analyser, ce truc-là? En général, le dégagement oculaire, donc, c'est la mesure qu'on va prendre entre la pupille de l'œil et le centre oculaire du viseur, en fait. Donc, c'est ça, parfois 22 mm, 23 mm, etc. C'est une donnée en général à laquelle les porteurs de lunettes sont très sensibles. Parce que du coup, il va falloir impacter l'écart supplémentaire des lunettes, en Ouais. fait, de l'armature par rapport à cette donnée-là pour apercevoir l'intégralité des informations et du cadre contenu dans le viseur. On est encore sur des histoires de confort, en fait, là, tout simplement, quoi. Hein. Absolument, oui, oui. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des caractéristiques physiques d'un viseur. Alors après, il peut y avoir les caractéristiques software, pour le coup. On a évoqué, tu as évoqué l'importance du réglage de la luminosité, la finesse de la reproduction des couleurs. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que même quand on parle d'un viseur électronique, on parle aussi un peu d'une certaine façon d'optique, puisque devant cette dalle OLED, devant ce petit écran, est positionné une série de lentilles et que la qualité de ces lentilles, de leur traitement et le savoir-faire, évidemment, des constructeurs en la matière, a un rôle fondamental. J'en rajouterais juste un tout petit truc, ayant fait l'expérience avec quelqu'un qui n'était pas familier des appareils photo, pas plus tard que le week-end dernier. N'oubliez pas de régler la dioptrie de votre viseur. Si Si vous voulez... avez pour la première fois Ouais, un hybride, sur le côté, une petite molette en général, ou sur Ouais. le dessus, ou dessous, même parfois, ouais. qui vous permettra en fait de voir les informations net, en fait, tout Oui, bêtement. Si vous les bah, voyez floues, c'est qu'il faut c'est- Oui, et puis ajuster ça permet la dioptrie. aux porteurs de lunettes, qui n'ont pas des myopies non plus trop vénères, de pouvoir faire de la photo sans leurs lunettes. Et ce correcteur dioptrique joue sur ces fameuses lentilles uniquement. C'est quelque chose de mécanique. Si. Et puis j'invite les porteurs de lunettes à essayer de les enlever et justement régler le correcteur dioptrique. C'est hyper important pour le respect justement de la colorimétrie. Parce qu'en fait, de toute façon, avec les lunettes, on a tellement de recul que des fois, on se fait avoir au niveau vraiment de la balance des blancs, en fait. Alors des fois, c'est le viseur qui vous dit n'importe quoi, mais très souvent aussi, remettez-vous en question et justement essayez de enlever vos lunettes, coller votre œil et vous verrez que des fois c'est respecté. Alors si vous ne voulez pas, après il faut faire le cache-œil, hein. Ça veut dire qu'il faut lâcher une main, cacher votre œil sur le côté, là où il y a la source de lumière et vous allez voir que tout change. Bon. Maintenant, niveau ressenti et usage, moi j'ai la sensation, je ne vais pas citer de marque et de modèle d'appareil photo, mais que sur certains boîtiers, quand on regarde dans le viseur, on a une image qui est virtuellement extrêmement flatteuse, avec des couleurs très saturées, avec une dynamique exacerbée, proche presque du HDR, avec des noirs d'une profondeur totale, et que finalement, ne serait-ce que quand on regarde l'image qu'on a prise sur l'écran arrière de l'appareil, on n'a plus du tout la même sensation, et cet écart est tantôt plus fort quand on le regarde sur l'écran d'un ordinateur. Est-ce que les viseurs, ils n'ont pas tendance un peu à pimper la réalité et finalement le feeling du photographe au moment de la prise de vue? Je sais pas si c'est pimpé, mais en tout cas, c'est là où je te rejoins. On a maintenant de plus en plus des viseurs de plus en plus performants, de plus en plus précis. Alors, dans les modèles haut de gamme, il va falloir maintenant que ça se découle sur les entrées de gamme. Et je pense que le futur va être justement d'essayer d'avoir une harmonie parfaite entre viseur et écran, justement. Pour que justement on ait autant confiance l'un comme dans l'autre. Et là où je te rejoins, oui, le OLED, c'est sympa, mais le OLED, ça bouge complètement les noirs. Donc, à moins de bien connaître son appareil photo et se dire là c'est bouché, mais je peux récupérer. Et là, il y a vraiment besoin d'une nécessité de connaître son appareil photo et de connaître ses performances. Et de toute façon, ouais, il y a quand même une certaine dénaturation de la vision. Après, dans la pratique, pour éviter en tout cas les effets de sursaturation ou de surcontraste, on peut opter pour des styles d'image. Donc, c'est notamment Canon qui parle de style d'image, mais toutes les marques proposent différents types de simulation de film. Chez Fuji, par exemple, on peut opter pour quelque chose de plus neutre, voire un peu désaturé.
Moi, c'est ce que je fais. En général, je prends les styles d'image en dessous du standard qui vont même peut-être délaver un petit peu les couleurs. On n'est pas sur du flat, hein. Les vidéastes connaissent ça, mais vraiment éliminer un petit peu plus le contraste. Baisser le contraste, on peut le faire aussi. On peut régler le viseur, on peut régler le contraste du viseur. Oui. On peut rentrer dans ces détails-là. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à faire ça. Parce qu'effectivement, tu as raison, Arthur, par défaut, peut-être que l'image va être un petit peu trop clinquante, flatteuse, et va nous induire en erreur quant au résultat qu'on aimerait obtenir. Alors, si vous photographiez en RAW a fortiori, franchement, il n'y a pas trop de risque à faire ça. Non, Si on veut mais garder bon. le JPEG direct, Ouais. il faut faire quelques essais. Regarder ensuite, quand on ouvre l'image sur son écran, calibrer, cela va de soi, ce que ça donne. Et comme ça, on sera à l'abri de mauvaises surprises. Tous les appareils photo, on peut paramétrer le viseur et il faut juste aller dans le petit menu clé à molette. Tous les appareils Qui est bien photo. caché aussi souvent. Voilà, toutes ces Oui, choses-là qui sont quand même fondamentales ne sont pas Et puis alors, en plus, évidentes. il y a ceux qui vont appeler ça viseur, il y en a ceux qui vont appeler ça EVF, il y en a qui vont appeler ça Exactement. moniteur secondaire, il y en a qui vont changer les noms. Ça, c'est un peu dommage. Mais Et pour le si paramétrer, c'est- pardon, hein, mais ne le faites pas sur le LCD parce que Mais non. euh, Non, c'est on dans le peut viseur. paramétrer le LCD et puis quand on va approcher l'œil du viseur, on va s'apercevoir, ah bah oui, il faut que je paramètre le viseur en ayant l'œil collé au viseur. Enfin, ça peut Ouais, paraître mais- tout bête, mais comme on est dans les Si, deux cas si. sur de la visée électronique, il faut dissocier les deux. Il faut paramétrer l'un puis l'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, les LCD sont plus en plus fiables et très très fiables. À part après, vraiment dans les couleurs extrêmes ou en fonction de la pièce où vous allez être, forcément dans une salle de concert, bah là, vous allez avoir un peu du mal à juger parfaitement votre colorimétrie, mais en extérieur, je trouve que ça va. Mais oui, les viseurs vont devoir, avec le temps, essayer d'être le plus proche de la réalité possible. Et sinon, ça se calibre, hein. On peut créer un profil aussi, on peut aller sur la color checker et puis calibrer son viseur. Mais là, c'est encore un autre stade. Oui, puis il faut faire les sauvegardes de système. Et puis toujours dans cette thématique de l'usage et du ressenti, le viseur électronique, notamment avec les nouvelles technologies de capteurs et d'obturation, l'obturation électronique, voire même le global shutter, hein, comme on l'a sur l'Alpha 9 Mark III, avec cette fameuse garantie séquence rafale, garantie absolument sans blackout. En fait, on a quand même une perte de repères. Alors, je ne veux pas faire mon vieux con et revenir à l'époque de l'argentique, où déjà on avait les repères sonores avec la montée du miroir, l'ouverture et la fermeture de l'obturateur et ce micro blackout, mais qui avait aussi cette capacité à rythmer finalement une séquence de prise de vue en rafale. En obturation mécanique, on l'a encore un petit peu, ça, avec un hybride. Mais si on veut aller taper les plus belles performances en rafale possibles, il faut se mettre en visée électronique. Et en global shutter, sans blackout, on n'a plus aucun repère. En fait, on pense comme en vidéo. C'est un peu déstabilisant, moi, je trouve. Alors, c'est pas tout à fait exact. Et du coup, t'es pas vieux con quand tu dis ça, parce que figure-toi que même sur l'Alpha 9.3, tu peux simuler ces petits bruits de déclenchement. Tu peux faire appel Oui. à des fonctions sonores pour justement avoir ce repère-là, parce qu'effectivement, c'est très déstabilisant de shooter à des rafales délirantes en voyant comme ça les images qui défilent. D'ailleurs, à la fin, ça crée une séquence dans laquelle on va extraire des images. Donc, on peut toujours faire appel à des petits artifices pour avoir l'illusion qu'on photographie encore image par image. Et puis moi, j'apprécie beaucoup ça. On perd, alors, sans se mettre en rafale justement, mais en fait, on ne perd plus le fil de ce qu'on est en train de regarder dans le viseur. Enfin, après, alors, je conseille justement de, par moment, savoir quand il faut mettre dans le viseur l'affichage de la photo une fois qu'on a réussi, et savoir des fois le désactiver. Et quand on enlève ça, qu'on couple avec justement un obturateur 100% électronique et un bon autofocus qui suit, on n'a pas besoin de mettre trop souvent une rafale, et au moins on est toujours dans le suivi de ce qu'on est en train de voir. En cas de concert, on voit toujours le chanteur, le batteur bouger. On peut changer de réactivité, alors là c'est exemple du concert, mais sans même parler de sport, même juste vous êtes en train de prendre vos enfants en photo, c'est pratique de toujours bien avoir le suivi, toujours d'être dans l'instant présent. C'est pour ça que je trouve que ce viseur permet d'aller encore plus loin dans la photo, où avant, ouais, on avait ce petit blackout. Ouais, ça a son charme de l'époque. On avait même pendant un temps le blackout de l'enregistrement, souvenez-vous des sûr. appareils photo à disquette. Là, justement, pas de blackout, on prend la photo, paf, elle est enregistrée, on n'a pas de ralentissement, on est toujours dans le feu de l'action. Et même quand on n'est pas en rafale, on peut justement se dire,
Tiens, je prends une photo. Oh, mais ma photo était bien, mais là, l'expression est encore mieux. Paf, on réenchaîne. Bon. Au niveau des technologies embarquées dans le viseur électronique, Canon va plus loin que les autres constructeurs et propose, sur certains de ses appareils, le pilotage de l'autofocus à l'œil. Loin d'être une nouveauté, cette technologie est implémentée dans les boîtiers ultra haut de gamme de la marque, comme le R3, le R1 et le R5 Mark II. On écoute Jackie Carré, chef de gamme produits photo chez Canon France, nous en parler. Oui, alors la première fois qu'on a lancé le pilotage AF par l'œil, quelque part, le nom français, c'était en 92. On l'a sorti sur l'EOS 5. Et l'EOS 5, à l'époque, il y avait 5 collimateurs. Et ensuite, on l'a réutilisé sur l'EOS 50E et l'EOS 3. Donc, c'était vraiment des produits experts, semi-pro. L'EOS 5, c'était quand même un produit très sympa. Et ça a été utilisé, on va dire, par les experts. Mais quand on est passé sur l'EOS 3, on s'est aperçu que les professionnels n'ont pas vraiment utilisé l'outil. Et il n'était pas encore, pour moi, assez abouti. Parce qu'à l'époque, on regardait des collimateurs et ils clignotaient. Donc, c'était assez limité dans l'usage. Sur les OCR1, c'est un peu différent puisque là, on a carrément un retour. Donc, on voit ce qu'on regarde. On a un réticule. Donc, la visée électronique et le pilotage par l'œil devient vraiment le prolongement de l'œil du photographe. C'est pas du tout un gadget. Et quand c'est utilisé de façon très précise et régulièrement, c'est très précis et ça va beaucoup plus vite que le doigt qui est sur un joystick ou même le tactile. C'est là votre œil. Vous regardez, vous déclenchez et vous accrochez le sujet. Et c'est associé donc au dual pixel, donc en plus au deep learning. Donc vous avez vraiment choisir le sujet et vous le verrouillez avec votre œil. Mais par contre, c'est pas si vous regardez quelque chose qui rentre dans le champ, il faut toujours le valider avec un doigt, quelque chose comme ça, sinon ce serait trop sensible, puisque dès qu'on a quelque chose qui rentre dans le champ, on le regarde. Donc à chaque fois, il faut quand même le valider par une pression sur le déclencheur ou sur un bouton. Alors il y a des petits émetteurs infrarouges qui émettent donc un petit signal très très léger et qui est réfléchi par la pupille. Ça revient dans la visée et là on a un miroir dichroïque qui transfère les rayons infrarouges sur un capteur et on va détecter la position de la pupille. Et on va donc associer cette position à un endroit qu'on regarde dans la visée et on va donc pouvoir choisir l'élément comme ça. Et derrière, en regardant donc cette chose-là, comme quand il y a un sujet détecté, eh ben, il associe automatiquement votre pupille au sujet détecté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, de cette technologie? C'est vraiment une grosse valeur ajoutée, là, technologie qui est exclusive à Canon, hein. Grosse, non. C'est un outil confort, encore une fois. Après, elle est trop ciblée pour certaines personnes. Nous, au magasin, on est 4, 2 porteurs de lunettes, 2 non porteurs de lunettes. Les 2 non porteurs de lunettes ont eu une calibration nickel. Et mon vendeur qui a une correction de lunettes très différente de la mienne, dans le sens beaucoup plus léger, lui encore, il avait un calibrage qui était plutôt fonctionnel, même s'il voyait que par moments, ça répondait pas avec perfection. Avec moi, j'ai beau C'est faire marrant. toutes les calibrations, la correction de mes yeux fait que ça rentre pas en compte. Après, mais ça reste toujours un bon outil. Est-ce qu'il est de là indispensable? Je n'en suis pas 100% convaincu. Après, je pense qu'il y a certains domaines de photographie sportive ou reportage où ça doit quand même bien dépanner, bien aider. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est que justement dans le R5 Mark II, on a un bouton rapide natif pour l'activer et le désactiver. Exactement. Ça, Et c'est moi, quand je même très serais confort. beaucoup plus emphatique que toi pour l'avoir testé à la fois sur le R3 et le R5 Mark II. Mhm. Alors, le R1, évidemment, mais bon, un appareil qui est vraiment ciblé professionnel. Et Ouais. j'ai beaucoup, beaucoup apprécié sur le R5 Mark II. Alors, en l'ayant au préalable bien paramétré, bien calibré, ça, c'est l'étape Mhm. fondamentale, effectivement. Et quand le calibrage fonctionne, sur des sports collectifs, basket, foot, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Indispensable, comme tu l'as dit, non. Je suis d'accord avec Mhm. toi. Indispensable, ça ne l'est pas, hein. Mais une fois qu'on commence à le maîtriser, on s'y habitue. On s'y habitue et puis je me suis surpris à l'apprécier et peut-être même à en faire un des arguments principaux du R5.2. Enfin, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Mais C'était fiable. de toute façon, je vais te croire parce que pour avoir joué et avoir fait quelques pellicules avec justement un 50E en Canon, ben, je l'utilisais en permanence, en fait. Alors, il n'y avait que 3 collimateurs dans le 50E. Jackie parlait de l'autre avec ses 5 collimateurs, mais le 50E, c'est 3. C'est gauche, droite, milieu.
Ben, en fait, c'est débile, mais ça marche super bien. Là, il y avait pas besoin de faire de calibrage. On regarde à gauche, ça fait la même chose pour à gauche. Et là, par contre, je te crois dans ce que tu dis dans le 5 parce que justement, avec un argentique avec que 3 collimateurs, je l'utilisais en permanence. L'expérience de l'autofocus dans les viseurs électroniques, elle est un peu spéciale. J'ai eu l'opportunité, là, il n'y a pas très longtemps, de prendre en main le Lumix S1R Mark II. Et alors, c'est vrai que la première fois, quand on met l'œil dans le viseur, qu'on s'est mis en autofocus continu, qu'on a activé les reconnaissances et suivi de sujet, on regarde là-dedans, il se passe plein de trucs sur l'image. On a un peu la sensation d'être dans un Mmh. cockpit pardon, d'avion de chasse. Alors, je sais que tout ça, on peut les enlever, hein, tous ces repères, tous ces trucs, mais waouh, non, la première fois, tu dis ah ouais, attends, c'est sérieux, c'est futuriste ce truc-là, mais c'est un peu au détriment de pureté du cadrage et de la sensation de cadrage, quoi, tout simplement. Là, il y a 2 choses, je dirais. D'une part, tu peux épurer, le cadre, Ouais, on enfin, peut. toutes les informations en appuyant sur la touche, disp en général, hein, sur Oui. les boîtiers. Mmh. Communément, on peut dire ça en appuyant plusieurs fois et on peut paramétrer tout ça, on l'a dit et c'est important. Donc on peut limite avoir un cadre, presque vierge, hein, si on le souhaite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est apprivoiser le système autofocus du boîtier qu'on utilise. Et ça, c'est fondamental et ça change d'une marque à l'autre. Les habitudes vont pas être les mêmes. Les boutons accessibles pour passer d'un mode AFS à AFC, pour passer d'un mode de détection des humains au mode de détection des animaux, au mode de détection de la moto, de l'avion, de la voiture. Tout ça, il faut que ce soit fait en un clin d'œil. Si on maîtrise pas tout ça, ça va être une confusion totale. Et on dédiera une émission sur le paramétrage autofocus dans quelques Oh bah, il y a semaines tellement à de dire. cette saison 10 du podcast. Et puis à la fin, c'est surtout pour qu'on se simplifie la vie finalement et qu'on se concentre sur ce qui fait le sel de la photo, c'est-à-dire la lumière et le cadrage. Allez, si on se projette un peu dans le futur et dans les délires, quel type de fonctionnalité, Mathieu, on pourrait concevoir, imaginer, rêver à l'intérieur du viseur? Donc là, on a déjà le pilotage autofocus par œil, le live preview. Est-ce que tu crois qu'on pourrait imaginer le déclenchement à l'œil? Je ne sais pas comment, mais est-ce qu'on pourrait déclencher avec l'œil? Est-ce que ça aurait du sens? Je pense que ça n'a pas de sens de déclencher par l'œil. Tu vois, là, même là, je réfléchis, mais après, ça veut dire qu'il faudrait que tu changes ton œil. Donc déjà, il faudrait que tu perdes ta concentration. Je vois pas. Bah non, mais cligner des yeux. Cligner des yeux, j'ose même pas imaginer. Ou faire un code avec l'œil. Non, tu vois, je sens pas. De toute façon, dans l'avenir pour le viseur, mis à part toujours aller dans plus en plus de réalisme, plus en plus de confort, plus en plus. Enfin, si, après, est-ce qu'il ne va pas y avoir des viseurs légèrement incurvés pour qu'on ait l'impression une immersion encore plus importante? Est-ce que l'avenir du viseur, ce ne sera pas justement, comme tu as dit, proposer que dans le revenir au réflexe, dans le sens, on a l'image au milieu, les réglages sur les bords, et à minimiser les réglages Sur l'image? sur l'image, ça sera peut-être ça, peut-être l'avenir, on va dire. Oui, puis il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer qui ont existé dans un passé pas si lointain. Ah, Je pense au Lumix GX8 ou GX9 où le viseur pouvait être relevé Incliné. en fait. En Et on mode pouvait- sportif. ou façon réflexe, Ouais, c'est c'est-à-dire que génial, là ça. on vise un Ouais. petit peu par le dessus. C'est encore ce qui peut être encore moins intimidant pour le sujet parce que du coup on le regarde vraiment pas, on a vraiment la concentration qui va vers le bas et vers le viseur. Et j'aime bien moi ces Alors. techniques de cadrage là un petit peu. Par contre, différent. moi, ce que je rêve de retour, c'est le retour du hors-champ. Parce que ça, On je va en parler. suis. Ah ouais, parce que ça, c'est l'amour du hors-champ. Ouais. Ça aussi, on pourrait faire une émission totale sur le hors-champ. Bref, Ah, mais on va y oui. venir, on va y venir. Justement, du coup, on va parler un peu des alternatives qui existent au désormais traditionnel Electronic Viewfinder. Sur certains de ces appareils, Fujifilm propose une solution originale de viseur hybride qui tente de concilier les deux mondes, celui de la visée optique et celui de la visée électronique. On écoute Jules Azeli, expert technique et formateur Fujifilm France, nous en parler. C'est effectivement ces deux lignes d'appareils photo dans la gamme X, que sont la gamme X100 et X Pro, qui intègrent en fait un double viseur. C'est-à-dire que vous avez le choix d'alterner en permanence entre un viseur optique type télémétrique et un viseur numérique comme on le connaît dans un appareil photo hybride classique.
En termes d'usage, principalement, ça va vous permettre le viseur optique va vous permettre d'avoir, votre cadre dessiné à l'intérieur du viseur et du coup d'anticiper, en fait, ce qui va rentrer dans votre champ et ce qui va en sortir. Qui vous permet de vous concentrer beaucoup plus précisément sur votre composition et d'attendre exactement le bon instant pour déclencher. Alors aujourd'hui, on a un petit tout petit bout d'écran qui vient se mettre en bas à droite de votre viseur, qui va vous donner un aperçu numérique de votre profondeur de champ, de votre exposition. Donc en fait, ce qui va vous permettre de garder, les avantages du numérique en profitant du confort de l'optique. Et en même temps, et d'un autre côté, le viseur électronique, comme tous les viseurs électroniques, permet d'avoir une prévisualisation exacte de la photo finale qu'on va faire. Pour un amateur de la photo, qui l'est depuis longtemps, ça va lui permettre de lui rappeler les appareils télémétriques argentiques qu'il a pu utiliser. Pour, un jeune utilisateur, ça va lui permettre de découvrir ce que c'est qu'une visée optique. Étant donné que le réflexe est complètement en train de mourir, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir de moins en moins. Et je dirais de manière plus générale, pour un amateur de technique, c'est une merveille technologique et c'est sûrement un des éléments les plus complexes à installer dans un boîtier aujourd'hui pour Fujifilm. Donc c'est important pour nous de le garder et c'est aussi un objet de fascination en général. Benjamin, toi qui es l'heureux propriétaire d'un X105, est-ce que ce viseur hybride, déjà, est-ce que tu l'utilises et si oui, comment? Et est-ce que ça a fait partie des arguments forts qui t'ont séduit sur ce boîtier? Non. Moi, au début, j'ai même eu un X100S, donc la deuxième version du X100. Et très vite, j'ai abandonné l'option optique parce que bon, je ne la trouvais pas concluante. D'une part parce que l'optique apparaît dans le champ dès lors qu'on met un pare-soleil un petit peu plus proéminent aussi, ça gêne un petit peu la visée, tout bêtement. Et puis surtout parce qu'on en parle depuis le début de cette émission, au fur et à mesure des années et donc des générations de boîtiers, la visée électronique a progressé. Et si bien qu'aujourd'hui, elle est tellement bonne, notamment sur le X105, certainement encore un petit peu meilleure, quoique presque égale sur le X106, que ça ne me dérangerait pas, mais ça c'est très personnel, s'il n'y avait plus de visée optique à l'intérieur du X105. Maintenant, comme le dit très bien Jules aussi, c'est intéressant pour les jeunes générations, ça permet de se rendre compte aussi de ce que ça implique de viser de manière optique, on va dire, enfin de voir la réalité telle qu'elle est au travers du viseur, sans l'interprétation des couleurs qu'on va obtenir à la fin, en voyant le sujet entrer dans le champ avant qu'il entre dans la zone de cadrage. Tout ça est, ma foi, d'un point de vue didactique, plutôt intéressant. Donc pourquoi pas. Et puis bon, ça fait un argument marketing pour Fujifilm aussi. D'un point de vue nécessité, personnellement, la réponse, en tout cas, c'est non. C'est plutôt aujourd'hui visée électronique à 100%. Mathieu, gadget, cette fonctionnalité ou Eh ben, j'ai un X100F. Et non, et le viseur optique quasiment en permanence. Ah bah on a les Ah deux ouais, mondes, c'est très cool. bien. Bah, il en faut. Non, parce qu'en fait, même sur le X106 qu'on commercialise, là, le viseur électronique, il est vraiment là en guise de témoignage. Et encore, il est là en guise de témoignage pour l'exposition. En colorimétrie, je trouve qu'il n'apporte absolument rien. Tout est dur, contrasté fort. En même temps, regardez comment c'est fabriqué. C'est déjà incroyable que dans un viseur optique, on ait un petit film d'écran numérique qui apparaît. C'est quand Oui. même génial. Oui, oui. Et Une option qui est après, fabuleuse. En poussant le levier vers la gauche, c'est je à crois, gauche, ouais, parce qu'en fait, quand vous le fait levez vers la apparaître la petite droite, fenêtre. ouais, on fait pas une petite fenêtre. C'est La génial. petite fenêtre, pareil, c'est magique. Vous avez le viseur optique, vous bougez votre collimateur. Dans la fenêtre, en bas, vous voyez vite fait si l'expo est pas trop mal, la netteté est bien faite. Pareil, c'est du témoignage. C'est pas fait pour la précision. C'est pour ça que sur le X100, je préfère vraiment, de temps en temps, justement, regarder l'écran, mettre la colorimétrie que je veux faire, mon noir et blanc, mon machin et tout. Et ensuite, j'utilise mon cadrage. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est parce que dans le cadrage, il y a le hors-champ. Bon. Ah oui, non, mais c'est Ça, intéressant. c'est- Et ça, j'ajouterais c'est juste, génial. parce que là, on parle d'un Fujifilm, c'est très spécifique, comme c'est l'unique marque sur laquelle je ne travaille qu'en JPEG avec Ouais. les simulations de films. Je cadre et je compose aussi en fonction des simulations de films à l'œuvre. Et donc, c'est bien sûr. c'est pour ça qu'en électronique aussi, j'apprécie le fait d'avoir déjà le rendu de couleur tel que je le compose. Et si Ah, vous voulez mais- entendre Benjamin parler de simulation de film en long, en large et en profondeur, rendez-vous mardi prochain pour une émission spéciale consacrée au sujet.
Mais je rejoins justement le problème d'avoir cette espèce d'optique ou ce pare-soleil qui dépasse sur le côté. Alors, justement, c'est quelque chose que j'ai jamais pu trop expérimenter, mais des appareils photo à visée comme ça latérale, télémétrique, où justement on a des objectifs encore plus importants, ça doit être assez contraignant quand même pour Bah, le le X-Pro cadrage. 3, hein, typiquement, dès qu'on met Exactement, ouais. un 16 mm en 4 de chez Fuji, qui est enfin, une merveilleuse optique, version WR, quand on va mettre le pare-soleil tout de Mm. suite, ça va poser quand même des petits problèmes au niveau Du de cadrage. la visée et du Ouais. cadrage. C'est pour ça que ça se tient plus à des 35, des 50, enfin de l'objectif compact. Et, C'est très cohérent sur les X100, hein, cela dit. Là, pour le coup, rien à c'est dire. cohérent parce que comme tu dis, de toute façon, en fait, quand on l'achète, on le voit à peine le viseur et le viseur, enfin, on voit à peine l'objectif et l'objectif cache un tout petit bout justement du cadrage qui est pas forcément très très importante. Bon. La visée optique, elle n'a pas dit son dernier mot. Et elle est toujours utilisée sur une typologie bien précise de boîtier, les fameux télémétriques, hein, sachant que le Fuji n'est pas vraiment un boîtier télémétrique, comme les Leica M ou encore le cocorico français Pixie. On vous propose d'écouter Sylvain Demange du SAV Leica France nous parler de cette fameuse visée télémétrique. La visée télémétrique, au sens où on l'entend actuellement avec les modèles actuels, elle est héritée du premier boîtier avec un télémètre intégré et couplé à la mise au point. Ça date de 1932 avec le Leica 2 dit Couplex. C'était le premier appareil photo à Leica avec un télémètre intégré directement dans le boîtier. Et ça a été rendu possible par Oscar Barnack, donc à cette époque-là. Et depuis, on l'a modernisé et c'est ce qu'on voit sur les boîtiers actuels. Sur le côté un petit peu légendaire, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est peut-être le fait du viseur optique par lequel tu vois réellement l'instantanéité de ta photo. Comme c'est une visée optique, tu n'es pas perturbé par le déclenchement et la levée du miroir avec une visée réflexe, par exemple. Donc en fait, tu restes vraiment focus sur ce que tu vois à travers le viseur. Ça, je pense que c'est primordial. La seconde chose, à mon sens, au niveau du cadrage, le fait d'avoir un hors-champ, par exemple avec un 35 mm, dans notre viseur télémétrique, tu vois autour du cadre ce qui se passe et ce qui va, par exemple, se déplacer, rentrer ou sortir dans le cadre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et je pense que ce sont les deux éléments qui ont permis de rendre notre télémétrique si fameux. Sans oublier évidemment la clarté du télémètre, la possibilité en très basse lumière de pouvoir faire ta mise au point et de composer ton image. Enfin voilà, tout ça fait que c'est très confortable et vraiment très bien pensé. Enfin, pour moi, la visée télémétrique, c'est le système pour la photographie que j'aime et qui m'arrive aussi de pratiquer. La visée télémétrique, c'est vraiment parfait. Bon, c'est presque une philosophie de vie et de cadrage de travailler avec un boîtier télémétrique Mm. en visée optique. C'est assez unique, quoi. Mais c'est unique, c'est une question aussi d'anticipation. Il y a une mise au point, enfin, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est il va falloir trouver son sujet, faire la mise au point, refaire le cadrage, et encore, faut pas trop bouger, tu décales un petit peu la mise au point, donc Les ouais, fous il y a... furieux de l'hybride te parleront du pré-déclenchement pour Oui, contrebalancer ça maintenant. oui, c'est sûr, oui, mais bon, il y a photo et photo, il faut un petit peu d'enjeu quand même de temps en temps. Mais non, mais après la visiter, mais de toute façon, on rejoint quand même toutes les visées justement optiques en général ont quand même cet énorme avantage. On est vraiment à fond dans le suivi et justement, ça revient même à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que dans un viseur électronique, quand on n'a pas de blackout, c'est quand même pratique, on est toujours à fond dans son sujet. Ben là, en fait, là, on est dans des systèmes soit argentiques ou numériques, mais on n'a rien du tout qui nous empêche justement d'être déconcentré, d'être lâché justement de notre immersion, de notre suivi photographique. Ouais, puis c'est une super école, hein, la visite télémétrique. Ouais. J'ai appris avec un Leica CL, qu'on appelait le Leica du pauvre, mais donc le télémètre n'était pas assez précis, pas
aussi précis qu'un M6 par exemple ou M6 TTL, mais notamment pour la photo en basse lumière, comme le dit Sylvain Demange, là où bien que les hybrides soient de plus en plus performants, ils restent quand même parfois limités, surtout avec des optiques peu lumineuses. C'est une superbe école et petite parenthèse et clin d'œil à Fuji, on en parlait tout à l'heure, il y a des options de stigmomètre électronique dans certains boîtiers de la série X100. Stigmomètre électronique est une technologie, une fonction de mise au point qui complète donc le focus picking et l'autofocus qui permet de superposer des plans comme on le fait avec un télémètre en fait. Donc ça Ok. permet de s'amuser un petit peu. Mais c'est tout fake. Du coup, enfin, c'est C'est numérique, c'est un numé- artifice numérique, Ouais. mais qui permet d'avoir en tout cas ce petit ressenti de ce que peut être, un petit aperçu, on va dire, de ce que peut être une visée télémétrique, mais qui n'aura évidemment aucun équivalent avec ce qu'on peut ressentir quand on utilise un Leica M et un Sumilux. Mais l'avantage après de tous ces systèmes de visée, quand même, on prend plus de temps, on analyse plus et on fait quand même. Enfin, comme on doit prendre son temps, en fait, de toute façon, on est obligé, on est contraint de cette prise de temps et de réflexion et de regarder justement tout bien ce qu'on fait. C'est vrai que c'est très bien nos nouveaux appareils photo où tout va vite, où ça va très vite, mais on a tendance à photographier plus rapidement, vite fait, tout et n'importe quoi. Les plus folles rumeurs qu'on peut lire sur Internet sur un potentiel Leica M12 font état de la disparition de la visée télémétrique au profit Oh là là. d'une visée 100% numérique. On y croit, on n'y croit pas. Mais est-ce que ça aurait de l'intérêt déjà? C'est Sachant ça. qu'il y a des Leica Q, alors qui sont certes avec une optique fixe, hein, on peut pas la changer, mais qui sont déjà 100% électroniques. Ouais, non, mais après, c'est un changement de style, c'est une évolution. Après, si Leica veut aller dans ce choix, c'est leur choix. Mais après, je trouve ça vraiment un peu dommage là d'enlever une signature principale quand même d'un appareil photo. Moi, je mise sur une déclinaison en 2 versions d'un Oui, M12. c'est- Une version visée optique, télémétrique, et une version visée 100% électronique. Ok. Pour terminer, messieurs, Canon V1, Lumix S9, Sony ZV, Fuji XM5 et Sigma BF. Qu'est-ce que ces appareils ont en commun? Le Ricoh GR. C'est-à-dire pas de viseur. Pas de viseur. Ouais. Enfin, pas de viseur. Ils ont un système de visée, bien entendu. Non, mais ils ont un écran, mais pas de viseur petit confortable pas de juste pour viseur son œil. à l'œil, comme on dit. Bon. Voilà. Ce sont des point and shoot, comme on disait. Est-ce un temps. que c'est les prémices de la disparition annoncée à terme des viseurs électroniques aussi, ou c'est simplement une passade ou une autre catégorie d'appareils en fait? À mes yeux, c'est juste une autre catégorie d'appareil photo et c'est pour gagner des conforts, pour gagner du design, pour justement, au lieu de mettre l'appareil photo X% plus cher parce qu'il y a un viseur, et on va mettre d'autres options, on va profiter de cette gain d'argent, d'énergie donnée au processeur, d'autonomie. Au contraire, je pense que c'est juste une autre catégorie d'appareil photo. Mais c'est vrai que du temps de l'argentique avant, il n'y avait pas forcément d'appareil photo sans viseur, mais de toute façon, la photo va évoluer et qui sait demain justement quelle sera la nouvelle norme. Oui, c'est une sorte de minimalisme de complément, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir, pour parler du Sigma BF, quelqu'un qui aura un Lumix S5 ou qui aura un Leica SL, un boîtier en monturel, pourra trouver un complément minimaliste qui va à l'essentiel et mettre des optiques dessus et se photographier sans trop se poser de questions au quotidien. Bon, Mais, et avoir une alternative au minimalisme du smartphone aussi. mais même pour aller plus loin encore, c'est la plupart des appareils photo que tu as cités n'ont pas vraiment de poignée même. Un BF n'a pas de poignée, un FP n'a pas de poignée, S9 n'en a pas. Est-ce que l'avenir aussi, c'est juste nous vendre des cubes rectangulaires et après aller voir son fabricant préféré pour lui dire, tiens, je veux la poignée plus profonde, moins profonde, électronique, avec déclencheur séparé ou pas. Si ça se trouve, ce qui est marrant, c'est les marques nous vendent de moins en moins d'accessoires et ce sont des marques annexes qui vendent de plus en plus C'est vrai, d'accessoires. les repose-pouces, ce genre Voilà. de choses. C'est vrai. Alors, justement, et après, on en revient même à quelque chose que tu as dit au début, Arthur, c'est est-ce qu'on ne va pas justement acheter des viseurs bientôt à part, à côté? Est-ce que le viseur, on ne pourra pas le mettre sur le côté, sur le dessus, faire en sorte qu'il soit inclinable ou pas? On va après payer la qualité du viseur.
Mais au moins, on achète un viseur et on le mettra sur le prochain peut-être. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup.